Chers participants du forum 2021, bonjour. Donc moi je suis Isabelle Barraud-Serfati et je suis très contente d'être ici devant vous à Namur. Alors je suis ici devant vous et en même temps je ne suis pas vraiment ici. Et c'est justement tout le paradoxe de cette nouvelle proximité à l'heure du numérique dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Alors, le but de mon intervention, c'est d'interroger avec vous la question de la proximité. Et pour interroger cette question de la proximité, du lien entre les personnes dans la ville, eh bien, l'idée, c'est de me poser avec vous cette question: qui seront les opérateurs de la proximité de demain? Alors d'abord, pourquoi aborder cette question de la proximité par le biais des opérateurs? Moi, je suis consultante en économie urbaine. J'ai monté ma structure de conseil en économie urbaine qui s'appelle IBCity. Et puis, j'enseigne à Sciences Po, à l'école urbaine, sur les acteurs privés de la ville parce que je suis convaincue qu'observer la fabrique de la ville par le prisme de ceux qui la font ou ceux qui la gèrent, donc on va dire les opérateurs de la ville ou les opérateurs dans la ville, c'est une manière finalement de faire un pas de côté et d'observer des signaux faibles, des évolutions qui sont à l'œuvre sans forcément qu'on en ait tout à fait conscience. Par exemple, récemment, et j'en parle puisqu'il s'agit de la rue qui est évidemment un espace de proximité, j'ai conduit pour la métropole de Lyon une étude sur la valeur du trottoir et notamment, l'idée, ça a été de pouvoir observer les changements à l'œuvre en s'intéressant à 15 opérateurs qui chacun témoignent de nouvelles manières de faire. Alors, je vais en prendre juste deux, mais pour illustrer ce propos. Par exemple, One and Clothes, c'est une société suisse qui commercialise des chaussures sur abonnement. Et en général, les piétons dans la rue ont des chaussures. Et cette société invite à se poser la question finalement, qu'est-ce qui se passera demain quand les piétons auront des chaussures sur abonnement? De la même manière, on peut prendre l'exemple de Monkey Parking, qui est une société à San Francisco, qui pose la question suivante: qu'est-ce que ça veut dire la rue de demain lorsque l'accès à l'espace public passe de plus en plus par l'accès à l'information sur l'espace public et que cet accès à l'information sur l'espace public passe de plus en plus par de nouveaux opérateurs que sont les plateformes numériques? Alors, cette approche par les opérateurs, elle permet, je le disais, donc de se rendre compte d'un certain nombre de choses et mis bout à bout, eh bien, par exemple, on peut se rendre compte que justement, le trottoir et la bordure de trottoir est devenu l'espace de la ville avec le plus de valeur parce que c'est sans doute l'espace le plus rare et il constitue une nouvelle frontière stratégique justement pour tout un tas d'opérateurs, les collectivités locales, les promoteurs, les logisticiens, les plateformes de type Amazon ou de type Uber. Tout ça pour vous dire que l'exercice que je vous invite à faire ensemble, c'est justement de regarder la proximité par le prisme des opérateurs pour justement essayer d'en déduire un certain nombre d'hypothèses. Alors ça, c'était pourquoi les opérateurs, pourquoi la proximité? Alors d'abord, la proximité, c'est parce qu'elle est évidemment au cœur du forum et du thème du colloque d'aujourd'hui, mais aussi parce que cette question de la proximité, on le voit, elle est montée en puissance notamment depuis la pandémie, et en particulier, il y a un concept qui, depuis 1 ou 2 ans, mais surtout depuis 1 an, fait largement florès, hein, c'est le concept de ville du quart d'heure qui a été promu par Carlos Moreno, on peut l'appeler aussi ville de la proximité, hein, le terme quart d'heure ne devant pas être pris au sens strict. Alors, moi, j'ai toujours tendance à me méfier un peu des effets de mode, mais quand un concept devient aussi viral, en fait, on voit que de plus en plus de grandes villes dans le monde et de plus petites villes aussi l'adoptent, hein, qu'il s'agisse de la ville de Paris, la ville d'Ottawa, la ville d'Édimbourg. Je crois qu'il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se joue qui explique un tel succès. Et derrière ce concept de la ville de la proximité, il me semble qu'effectivement, ce qui est en train de se jouer et ce qui explique son succès, c'est 3 évolutions majeures. Alors, la première évolution, finalement, on peut la lire dans ce schéma. Derrière la ville de la proximité, il y a l'idée de dire à 15 minutes ou à 18 minutes ou 12 minutes, hein, selon où je me trouve, de chez moi, je vais pouvoir avoir accès à ce qui me permet d'apprendre, de travailler, de faire mes courses, de me cultiver, de me soigner, de circuler. Et au fond, cette approche, il me semble que ce qu'elle traduit fondamentalement, et c'est une mutation qui concerne, je crois, très fortement à la fois l'ensemble de l'économie, mais aussi plus spécifiquement les services urbains, c'est qu'elle consacre en fait le basculement usager-centrique, le basculement d'une logique d'offre à une logique de la ville à la demande. L'exemple le plus typique peut-être, c'est celui de la mobilité. Avant, une collectivité locale, son rôle, c'était de fournir une offre de transport public. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les habitants des villes
et accès à un bouquet de services de mobilité qui va bien sûr inclure l'offre de transport public, mais aussi des offres de vélo partagé, des offres de trottinettes en free floating, des offres aussi d'information et par exemple aussi des bornes de recharge ou des plateformes de covoiturage. Donc ça, c'est première évolution, c'est ce basculement usager-centrique que traduit, me semble-t-il, la notion de proximité. Elle met l'habitant usager au cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense les offres de services de son point de vue à lui. Deuxième transformation, me semble-t-il, majeure qui est à l'œuvre, ce sont des mutations dans la manière d'habiter et de vivre, avec notamment le fait que de plus en plus, l'espace public devient finalement le prolongement du domicile, qu'on habite et c'est lié de plus en plus son quartier. En tout cas, le choix d'un logement se fait au moins, sinon plus, par les caractéristiques du quartier qu'il se trouve que par ses caractéristiques intrinsèques. Et puis enfin, évidemment, l'enjeu du lien social devient primordial. Enfin, il a toujours été important et évidemment, il est fonction de chacun, mais on a vu pendant la pandémie que cette dimension était essentielle, par exemple avec les étudiants qui ne pouvaient pas aller à l'université ou à l'école. Et puis, il me semble qu'il y a un troisième enjeu autour de la proximité. C'est une hypothèse que je formule depuis une semaine, depuis notamment les débats qui ont lieu en France autour de la maison individuelle. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est qu'on sait qu'il y a une aspiration des habitants à avoir leur propre maison avec leur jardin et les maisons dont on va pouvoir faire le tour. Et puis en même temps, ce modèle de la maison individuelle, des pavillons, pose question du point de vue écologique. Et donc tout l'enjeu, c'est comment concilier à la fois des aspirations des habitants et puis en même temps un enjeu de ne pas artificialiser, donc de construire dense. Et donc la question, c'est comment rendre cette densité désirable. Et au fond, il me semble que la proximité, alors on peut mettre derrière la proximité l'idée d'intensité de service, en fait, d'accès aux équipements publics, d'accès à des services urbains. Eh bien, la proximité, c'est finalement l'autre nom positif de la densité pour la rendre désirable. Alors ça, c'était pourquoi la proximité et pourquoi parler maintenant des opérateurs de la proximité. Et il me semble que c'est évidemment parce qu'on est dans une période de profonde transition avec plusieurs transitions qui se combinent et on va les voir successivement. Évidemment, la première transition, on est encore dedans, hein, ceci dit, c'est la question de la ville post-Covid, avec sans doute deux éléments que la pandémie a montré. Premièrement, elle a montré l'importance de l'espace public, et notamment de l'espace public en bas de chez soi, parce que, évidemment, le confinement, les périodes de confinement ont fait qu'on ne pouvait sortir qu'en bas de chez soi. C'était les seuls lieux ouverts disponibles. Mais également, ce qu'a montré la pandémie, me semble-t-il, c'est le fait que l'espace public est fondamentalement l'espace le plus résilient de la ville. On l'a vu, c'est devenu successivement la salle d'attente des commerces, c'est devenu le lieu pour permettre aux terrasses de continuer leur activité malgré les règles de distanciation sociale, c'est devenu le lieu du click and collect et c'est devenu une infrastructure de santé avec des installations pour pouvoir se tester ou se faire vacciner. Donc ça, c'est la transition post-Covid. Elle se combine avec la transition numérique. Donc là, vous voyez, hein, ces transitions, je les examine avec leurs impacts très concrets sur, en l'occurrence, justement, le trottoir et l'espace public. Hein, mais évidemment, elles ont des effets beaucoup plus larges sur les modes de vie, sur les modes d'habiter, sur les modèles économiques. Alors, la transition numérique, je crois que pour la caractériser, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier élément, c'est se dire que fondamentalement, ce qui fait que le numérique saisit les villes, c'est que depuis 2007, les habitants des villes ont quasiment tous un super ordinateur dans leur poche qui leur permet d'être géolocalisés et d'émettre et recevoir des informations en temps réel. Et c'est cela qui va permettre le développement d'un certain nombre de nouvelles offres, notamment autour de la micromobilité ou de la logistique. Et puis, deuxième élément, c'est le fait que derrière le numérique, eh bien, on a des opérateurs d'un nouveau genre, en fait, qui sont les plateformes numériques et qui ont comme enjeu notamment de pouvoir croître suffisamment vite pour avoir une position dominante et devenir incontournable. Et c'est ainsi, me semble-t-il, qu'il faut comprendre, par exemple, l'essor des trottinettes en free floating dans les grandes villes. Ce n'est pas juste un effet de mode et d'engouement pour la trottinette électrique, c'est aussi le fruit d'une stratégie d'opérateurs dont le fait de pouvoir inonder le marché est au cœur de leur modèle économique. Enfin, la transition écologique, elle a, me semble-t-il, plusieurs effets. Premier effet, c'est une inversion des raretés, avec le fait que, justement, par exemple, l'espace public devient rare, mais également
la nature devient rare. J'aime bien cette définition, hein, la ville durable, c'est les constats d'une inversion des raretés. Avant, l'homme était rare et la nature abondante. Maintenant, c'est l'inverse. La nature est rare et l'homme abondant. Et c'est ce constat d'une inversion des raretés qui est au cœur de cette transition écologique. Et puis, également, ce qui est en jeu, c'est tout ce qui est autour de l'économie circulaire, des circuits courts. Et on voit là aussi, par exemple, que l'espace public devient le lieu privilégié pour, par exemple, l'implantation de micro-plateformes de compostage urbain, mais également de kiosques pour permettre des circuits courts alimentaires. Et puis, c'est également le lieu pour permettre un certain nombre d'installations, comme ici des bandes rafraîchissantes, pour pouvoir faire face au réchauffement des villes. Voilà, donc tout ça pour dire que cette question des opérateurs de la proximité, me semble-t-il, se pose effectivement maintenant. Et pour preuve, c'est qu'il me semble qu'un certain nombre d'opérateurs aujourd'hui sont en train d'émerger autour de cette offre de proximité. Et donc, ce que je vous propose, c'est de les examiner maintenant pour ensuite nous interroger sur les enjeux, et notamment les enjeux pour les villes et les collectivités locales. Alors, il me semble qu'un premier opérateur de la proximité, c'est le collectif d'habitants. Et l'exemple sur lequel je m'appuie, c'est l'exemple des Hypervoisins, qui est une association de voisins qui a été montée par Patrick Bernard dans le 14e arrondissement à Paris et qui est en train d'essaimer. Elle s'est fait connaître notamment parce qu'elle avait organisé, elle organise chaque année, la plus grande table de pique-nique de Paris, voire de France, avec l'idée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'autour d'une action comme celle-ci, l'enjeu, c'est de pouvoir créer le terreau, de faire en sorte que du lien se crée entre les voisins. Et c'est à partir de la constitution de ce réseau de voisins que peuvent se greffer un certain nombre d'actions de services publics, comme par exemple le fait d'avoir une meilleure propreté parce que du coup, les habitants vont être davantage sensibilisés à ces questions, le fait de pouvoir faire en sorte que, par exemple, des gens puissent quitter plus tôt l'hôpital où ils étaient hospitalisés parce qu'ils vont pouvoir revenir chez eux avec des voisins qui vont pouvoir les aider, ce qui leur permettra d'être chez eux plutôt qu'à l'hôpital. Et ce type d'opérateur de la proximité, il est bien spécifique. On est sur une proximité qui est de l'ordre relationnel et spatial, hein, puisqu'on est bien sur un périmètre de quartier. La maille considérée comme pertinente, c'est 5000 habitants, et puis aussi évidemment une proximité relationnelle. La motivation à agir de l'opérateur, c'est une motivation d'abord citoyenne et humaine pour créer du lien social. Et puis, on est sur un modèle économique qui est un modèle économique non marchand, qui repose largement sur le bénévolat, la mise à disposition de leur propre capacité à agir d'un certain nombre d'habitants, voisins, citoyens. Et puis, elle repose aussi sur éventuellement des subventions par la collectivité locale. Et dans les ressources clés, eh bien, on a notamment l'ami du quartier, qui est cette personne qui est là pour créer le lien entre les habitants et puis les habitants eux-mêmes. Donc ça, c'est, me semble-t-il, une première figure d'opérateur de la proximité qui est en train d'émerger et qui est en train donc d'apparaître. Alors, ensuite, il y a, me semble-t-il, un autre opérateur de la proximité qui est en train d'apparaître, c'est l'opérateur immobilier, alors un promoteur, mais plutôt un promoteur qui deviendra investisseur, puisqu'évidemment la question qui se pose, c'est que le promoteur a tendance à disparaître après la livraison, et donc du promoteur investisseur qui déborde sur la rue. Et je dirais qu'à l'appui de ce modèle-là, ce qui m'avait beaucoup interpellée, c'était la tribune qui avait été publiée dans Le Monde il y a un peu moins d'un an, c'était en février 2021 par Véronique Bédague, qui est devenue depuis la directrice générale de Nexity, qui est le premier promoteur immobilier en France. C'était une tribune autour de la place de la voiture et vous voyez, elle l'appelait en fait à repenser la manière de gérer l'espace public. Donc on le voit ici, en fait, elle évoque des délégations de l'espace public, sans dire forcément que c'est les promoteurs qui vont les prendre en charge, mais émanant d'un acteur comme Nexity, évidemment, on peut se poser la question. Et vous voyez, l'annonce sur Twitter est assez claire, hein, à qui doit profiter la mutation de l'espace public et comment l'opérer demain. Le débat mérite d'être largement ouvert. Et effectivement, il me semble que c'est un signe, en fait, que les opérateurs immobiliers, promoteurs, investisseurs pourraient de plus en plus s'intéresser à la question de la proximité. Alors là, c'est bien une proximité physique, hein, c'est
me semble-t-il, surtout la rue en bas de l'immeuble, hein, donc on reste sur un périmètre bien circonscrit autour de l'immeuble réalisé et éventuellement détenu et géré par l'opérateur immobilier. Et les motivations à agir de l'opérateur, me semble-t-il, rejoignent ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est qu'on voit bien d'abord que le quartier devient une nouvelle maille de fabrique urbaine, parce que ça devient l'échelle de la mutualisation. C'est la mutualisation, par exemple, pour les places de stationnement, et on sait que la question du stationnement, c'est une variable déterminante dans le modèle économique à la fois des aménageurs et des promoteurs. Donc, plus on est capable de mutualiser les places de stationnement, et plus on est capable d'optimiser les bilans des différents acteurs de la chaîne de l'immobilier et, in fine, de réduire les prix de sortie des logements. Et puis la mutualisation, c'est aussi un enjeu en matière d'énergie, puisque, par exemple, il va s'agir par la mixité des fonctions et le fait d'avoir à la fois dans une même opération, dans un même quartier, des logements et des bureaux qui vont consommer de l'énergie à des moments différents. Eh bien, c'est une manière de diminuer les besoins en matière d'énergie. Et donc, le promoteur, il apparaît de ce point de vue-là comme une nouvelle maille de fabrique urbaine, à la fois plus pertinente que la parcelle qui était l'échelle d'intervention principale des promoteurs, et puis plus pertinente que la ville, parce que c'est à l'échelle du quartier que peuvent se gérer ces mutualisations et pas à l'échelle de la collectivité dans son ensemble. Ensuite, ce positionnement de ces opérateurs immobiliers sur la proximité traduit le fait, ce que j'évoquais, que l'espace public devient le prolongement du domicile. Et finalement, on peut faire le parallèle entre un chiffre, hein, on dit que les logements en France ont diminué ces dernières années de 10 mètres carrés. Eh bien, 10 mètres carrés, c'est précisément la surface des places de stationnement, par exemple, que la ville de Paris entend transformer et redonner aux Parisiens. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est là aussi, me semble-t-il, une motivation à agir, c'est que de plus en plus, l'enjeu pour les opérateurs immobiliers, ce n'est pas simplement de produire des mètres carrés, mais c'est bien d'activer des usages, c'est faire en sorte que les bâtiments qu'ils construisent soient équipés et soient occupés. Et on le voit notamment autour de la réflexion sur, par exemple, les rez-de-chaussée actifs ou la question des raies de ville. L'idée, c'est que le promoteur doit s'intéresser tout autant aux usages qu'aux surfaces qu'il livre. Et c'est aussi ce qui explique le phénomène d'émergence autour de l'urbanisme temporaire. Alors là, en termes de modèle économique, tout à l'heure, on était dans un modèle non marchand. Là, on est sur un autre modèle, hein, qui est un modèle plutôt de création de valeur, avec l'idée de se dire que l'espace public et la proximité au sens des services à l'habitant sont au service de la valeur de l'immeuble, et donc vont permettre à la fois au promoteur de vendre plus cher les logements qu'il va réaliser, ou à l'investisseur de garantir le fait que leur bien va garder de la valeur dans le temps. Et la ressource clé, c'est principalement la ressource foncière, plus éventuellement le foncier que l'opérateur va maîtriser ou le foncier auquel il aura accès dans le cadre, par exemple, de délégation de services publics sur l'espace public. Enfin, il me semble qu'il y a un troisième opérateur de la proximité qui est la plateforme de livraison de repas ou de courses. Et ça renvoie évidemment à la question du numérique que j'évoquais tout à l'heure. Mais finalement, il n'y a rien de plus proche qu'un repas ou des courses qui sont livrées sur son palier. Et donc, de ce point de vue-là, ces opérateurs peuvent être considérés comme le modèle le plus abouti finalement de la proximité, avec un paradoxe, c'est qu'on est à la fois sur un modèle d'hyper-proximité, on est sur le palier, et en même temps, on est sur des opérateurs qui sont transnationaux, qui viennent souvent de très loin, notamment des États-Unis ou de Chine, et qui posent donc clairement la question de, au fond, est-ce qu'il ne faut pas repenser les circuits courts en lien aussi avec des circuits plus longs? Alors, la motivation à agir de l'opérateur, elle est claire, elle est commerciale, mais il faut bien voir qu'elle est peut-être un peu plus complexe que ça, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'acquérir des clients sur, par exemple, l'offre de courses ou l'offre de repas, mais il s'agit plus largement de pouvoir conquérir des clients dans le cadre d'un bouquet de services que de plus en plus les applications proposent. On le voit, Uber devient un opérateur de VTC, mais également un opérateur de livraison de repas. Et de plus en plus, un certain nombre d'applications deviennent des super apps, donc capables de proposer aux habitants des villes un bouquet de services avec une question, c'est que justement cette capacité à se positionner au plus près des habitants usagers peut court-circuiter les collectivités locales dans leur lien avec leurs habitants. Alors le modèle économique, c'est celui des plateformes multifaces, avec notamment les 3 lois de l'économie numérique, le winner take it all, c'est-à-dire le gagnant rafle tout, ce que j'évoquais tout à l'heure, cette stratégie qui consiste à inonder le marché pour devenir incontournable. Et puis, c'est aussi la loi des rendements croissants,
contrairement au modèle économique traditionnel, plus on croît et plus on génère de marge. Et puis, c'est enfin la loi des réseaux, des réseaux croisés, le fait que plus le réseau va s'agrandir et plus la valeur du réseau s'accroît. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière ce modèle des plateformes, qui ont plusieurs clients, un modèle comme Deliveroo, il a 3 phases de clients. Il a les livreurs, les restaurateurs et les personnes qui achètent les repas. Eh bien, le gratuit est un outil au service d'une stratégie commerciale, ce qui renouvelle complètement l'approche du gratuit dans la ville, puisque dans la ville, traditionnellement, le gratuit, il était fondé sur le couple usager-contribuable. C'était gratuit pour l'usager parce que c'était payé par le contribuable. Aujourd'hui, la gratuité dans la ville, elle est d'abord le résultat d'une stratégie commerciale de ces plateformes multifaces qui ont intérêt à subventionner une des faces pour faire en sorte d'attirer d'autres clients sur les autres faces. Et donc là, les ressources clés, c'est les données, les fameuses data, mais aussi la réputation. Alors là, j'ai cité 3 opérateurs de la proximité. En réalité, il y en a évidemment plein d'autres. On pourrait citer les collectivités locales elles-mêmes. Ici, dans un petit village du Cotentin, vous voyez cette municipalité qui soutient ses commerces de proximité, avec encore c'est quoi un commerce de proximité. On aurait aussi dans les opérateurs de la proximité les conciergeries qui de plus en plus font leur apparition. Et puis, dans un autre modèle, vous avez cette société américaine en fait, qui propose de devenir un opérateur de la proximité as a service, de la même manière qu'on parle de la mobilité as a service. Et elle s'appuie sur notamment les places de stationnement pour proposer tout un tas de services aux habitants des villes. Alors, évidemment, il ne va pas y avoir un seul opérateur qui va émerger. Il va y avoir, je pense, une combinaison de ces opérateurs, et ce qui va poser un certain nombre de défis. Alors, tout d'abord, cette pluralité des opérateurs possibles de la proximité, il me semble que ce qu'elle invite à faire, et en tout cas, moi, c'est ce que je vous invite à faire, et c'est le sens de mon intervention, c'est de se dire qu'au fond, c'est peut-être une manière de répondre à la question « qu'est-ce que la proximité ?» Plutôt que d'y répondre de manière un peu abstraite, ex ante, au fond, il est sans doute intéressant de regarder la manière dont ces opérateurs de la proximité définissent leur proposition de valeur, définissent leur offre de service, de regarder aussi quel est le modèle économique qui est derrière. Et c'est finalement une manière d'interroger, me semble-t-il, de manière très opérationnelle, cette question de la proximité. Alors ensuite, j'ai présenté ces modèles de manière neutre. Évidemment, ces modèles présentent chacun des menaces et des opportunités, à la fois individuelles pour les habitants usagers, et puis collectives pour la collectivité. Je crois que ce qui est clé, c'est que ce à quoi on assiste, c'est une tension entre les attentes du client. Et si ces plateformes de livraison de repas marchent et voient leur activité croître, c'est bien qu'elles répondent à des besoins. Mais ces attentes du client, eh bien, souvent se heurtent aux exigences du citoyen. On sait les débats qu'il y a autour, par exemple, de la précarité des livreurs. Et le paradoxe, c'est que cette tension, elle est souvent au sein d'une même personne. Je suis à la fois cliente et citoyen, et parfois, eh bien, il y a une forme de dissonance cognitive entre ces deux casquettes. Et puis, je le disais, il me semble que ces différents modèles d'opérateurs de la proximité vont s'hybrider, et ce qui interroge notamment le rôle et la place de la collectivité locale. De plus en plus, on voit que la collectivité doit gouverner des écosystèmes, en fait, c'est-à-dire des ensembles d'acteurs qui sont interdépendants et qui vont collectivement, finalement, fournir les services urbains, ce qui pose plein de questions, puisqu'on a du coup une hybridation entre des offres de services urbains publics et privés, et puis parce que ces écosystèmes, en fait, ils sont fortement mouvants, il suffit qu'un des acteurs de la chaîne disparaisse pour que tout l'écosystème soit modifié. Et enfin, il pose la question justement de toutes ces interdépendances entre acteurs. Et puis, justement, la question, donc, c'est comment gouverner ces écosystèmes. Et il me semble qu'une réponse est quelque chose qui est vraiment à la main des collectivités locales, c'est les ressources clés pour ces opérateurs, et notamment pour ces opérateurs de la proximité, que détiennent les collectivités locales. Et la question, c'est comment les collectivités locales allouent ces ressources clés. Donc, j'ai pris l'exemple tout à l'heure du trottoir. La bordure du trottoir, c'est clairement une ressource clé, quelque chose dont ont impérativement besoin les opérateurs de logistique ou les opérateurs de livraison de repas ou les opérateurs de micromobilité. Par exemple, les opérateurs de livraison de repas ont besoin à la fois de pouvoir stationner devant les restaurants, même si c'est de manière momentanée, de pouvoir accéder
euh, à la porte cochère du domicile des habitants. Et donc, il me semble qu'il faut que les collectivités locales prennent fortement conscience justement de ce qui constitue des ressources clés pour ces opérateurs de la proximité et qu'elles utilisent ces ressources clés qu'elles détiennent pour pouvoir contrôler ces nouveaux opérateurs et définir la mobilité qu'elles souhaitent, la proximité pardon, qu'elles souhaitent pour leurs habitants. Voilà, donc je ne suis pas avec vous, mais je suis tout à fait joignable et je suis prête à répondre à vos questions. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me les envoyer par mail à isabelle@ibcity.fr et je m'efforcerai d'y répondre. Je vous remercie.